Bonjour à tous, je me présente donc Christelle Picot, je suis rédactrice en chef d'Agri79 et je suis aujourd'hui animatrice de cette table ronde. Et puis voilà, je pense qu'on peut y aller maintenant. Vous êtes déjà 36 à nous avoir rejoints et j'espère qu'il y en aura d'autres. On a une demi-heure pour vous parler d'économie de filière caprine et pour évoquer ce thème donc de conjoncture de la filière lait de chèvre au niveau national et international. Donc, j'accueille Jackie Salingarde. Donc, Jackie, vous êtes le représentant des producteurs à l'ANICAP et vous êtes également président de la FNEC. Bonjour Jackie. Bonjour, effectivement, j'ai un lourd charge, mais tout le monde me connaît à peu près depuis le temps d'être à la fois le président de la FNEC depuis une quinzaine d'années et le président de l'ANICAP depuis maintenant, je ne sais plus, à peu près en alternance, mais depuis les années 2000 et quelques. Donc voilà, et je préside la FNEC depuis très exactement, je crois, là, à la filée, je dois entamer ma 6e année ou 7e année, je ne sais plus. Très bien, bonjour Jackie. On accueille également Michael Lamy. Donc, Michael, vous êtes représentant de la coopération laitière à l'ANICAP et vous êtes également président du Brilac. Je vous laisse présenter le Brilac. Bonjour. Michael, vous m'entendez? Bon, voilà, c'est les soucis du direct. Michael, vous avez un problème de son? On ne vous entend pas. Donc, en attendant que Michael nous rejoigne, je vais vous présenter donc Davy Hedge, qui est représentant. Bonjour à tous, oui, Michael Lamy, je suis également producteur de lait, président du conseil. Oui, je vous entends bien, vous m'entendez? Oui, Michael, on t'entend, oui. Ah, c'est bon, Michael, on t'entend, tu peux parler. Moi, je vous entends, micro ouvert. D'accord. Donc, Michael Lamy, enfin, je suis producteur de lait, bien entendu, un certain nombre de personnes me connaissent, représentant Caprin au niveau de coopération laitière, vice-président de l'ANICAP et président du Brilac, qui est l'interprofession caprine régionale, représentant les régions administratives Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes et Pays de Loire. Très bien, merci. Bonjour Mickaël. Et puis donc, je vous disais, Davy Hedge. Donc Davy Hedge, vous êtes du groupe Lactalis et vous êtes représentant des industriels laitiers à l'interprofession laitière. Bonjour Davy, je vous laisse. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, je représente le collège industriel privé et le groupe Lactalis et j'assure aussi la présidence de Silé Sud Caprin sur les périmètres Occitanie et Aix-Aquitaine. Voilà. Très bien, merci. Très bien. Juste pour vous inciter, vous participants à cette table ronde, à interagir, vous avez un chat qui est modéré dans le bas de votre écran à droite. Je vous invite en fait à nous laisser vos questions. On essaiera de prendre 5 minutes au terme de cette demi-heure pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à nous interpeller si vous le souhaitez. Très bien. Ces dernières années, de l'amont à l'aval, la filière caprine s'est professionnalisée. Je pense que vous allez tous les trois le dire et l'évoquer. La Covid-19, par ses impacts de santé publique et en incidence ses impacts sociaux et économiques, a perturbé le quotidien de la filière tout au long de l'année 2020. Et encore, on est en confinement aujourd'hui. Elle l'a perturbée, mais vraisemblablement pas déstabilisée. Cette filière semble solide et résiliente. La filière caprine, elle a su s'adapter pour tenir tout au long de cette année difficile, mais a priori, vous allez nous le dire aussi, pour se projeter sur un 2021 qu'elle aborde avec beaucoup d'ambition. Donc tous les trois, j'ai envie de vous poser cette question-là. Comment la filière a-t-elle fait face aux perturbations de cette année et quels sont ses points forts qui ont fait que cette année, elle a réussi en fait à conjurer le sort de cette année particulière et compliquée avec le virus? Peut-être Michael, je vous donne la parole. Oui, merci Christelle. En effet, la filière a été un peu pas malmenée, mais on a été un peu sous tension quand même, notamment au mois de mars, lorsque le confinement est arrivé, et tous on a eu quand même extrêmement peur, puisque ce confinement mi-mars est arrivé en pleine période de pic de production. Et si les équilibres de la filière et on peut dire les planètes étaient relativement bien alignées avant cet épisode de Covid, on a tous, nous,
l'ensemble des industriels laitiers, pris peur à un moment donné de ne plus être en capacité de traiter l'ensemble du lait qui était collecté, puisque lié à ce confinement, nos usines se sont trouvées à travailler en mode qu'on appelle dit dégradé, mais c'est-à-dire entre les, les nécessaires mesures de distanciation sociale dans nos ateliers de transformation, l'absentéisme lié aux gardes d'enfants, aux personnes qui étaient à risque. Nous avons eu un certain nombre de salariés qui étaient donc absents, hein, qu'on a pu chiffrer et monter dans certaines usines jusqu'à 20%, et ceci en pleine période de production, puisque la production saisonnière de lait de chèvre est très saisonnée, quoi. Donc on a eu peur de ne pas être en capacité de transformer la totalité du lait. Et là, un petit peu sous l'impulsion de l'interprofession et de l'ANICAP, hein, qui a été rondement piloté par Jackie, tout le monde s'est un peu mis en ordre de marche avec des réunions toutes les semaines qui étaient organisées via l'ANICAP, et tout le monde s'est serré les coudes, tous les industriels, pour utiliser chacun d'entre nous pleinement nos capacités de transformation en s'échangeant ces citernes de lait, et que quelqu'un avait de la place pour être en capacité de collecter l'ensemble du lait du producteur sans en jeter une seule goutte. D'accord. Peut-être avant de donner la parole à Jackie, Davy, vous confirmez ce point de vue quand s'est passé chez vous les industriels laitiers Mais je confirme totalement, hein, les propos de Michael. Hein. Les maîtres mots, hein, de la période, même si elle dure encore, hein, on est encore sous le Covid, c'est bien la solidarité, la réactivité et puis l'adaptation, quoi. Il y a eu énormément de solidarité entre les opérateurs, hein, en termes de dépannage ou autres, hein, pour gérer à la semaine avec des rencontres organisées hebdomadaires pour gérer les flux de lait. On était dans une période, hein, de dynamique laitière et qui s'est maintenue, mais avec le pic de collecte à gérer. Et donc, on souligne toute cette solidarité en lien avec l'ANICAP, hein, qui s'est installée. Il a fallu s'adapter, hein, rapidement, hein, je parle pour les outils industriels, hein, à l'évolution des marchés, à la fermeture, hein, de la restauration hors foyer, à la baisse très forte, hein, de l'export, et quelque part aussi aux consommateurs en lien avec les circuits de distribution, et notamment le libre-service qui s'est développé très fortement sur des produits spécifiques comme la bûchette, sur du piécé emballé. Donc, il a fallu adapter les outils avec la main-d'œuvre, avec cette notion d'absentéisme, effectivement, et gérer plus de polyvalence. Donc, il a fallu être très réactif dans ces moments-là. D'accord, donc adapter les outils pour pouvoir traiter la totalité du lait qui arrivait pendant cette période de pic de production, mais aussi adapter la fabrication pour satisfaire les marchés. Peut-être Jackie, donc vous êtes président vous êtes là au nom de l'handicap, vous êtes président de l'handicap. Dites-nous un petit peu, vous, comment ça s'est passé, comment vous avez dû travailler en fait au sein de l'interprofession pour réussir à créer les équilibres qui ont fait que vous avez passé de manière positive cette période de premier confinement. Déjà, les premières remontées que j'avais et que nous avions au niveau, alors surtout au niveau de la FNEC, là, parce que là, les éleveurs en premier appellent la FNEC quand ça ne va pas avant de nous appeler l'handicap. Donc, on avait quand même des éleveurs un petit peu partout inquiets, et moi j'étais inquiet aussi, hein, pour être très clair avec vous, sur la peur de ne pas être collecté et d'avoir à jeter, c'est bien le mot qu'il faut employer, d'avoir à jeter du lait. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, je ne dis pas que l'handicap a tout fait, je dis que effectivement, on a au sein de l'handicap, parce qu'on a une très bonne. On travaille en très très bonne cohésion à l'handicap, il faut quand même le reconnaître. Je ne dis pas que tout le temps, il n'y a pas de temps en temps, il n'y a pas des esprits contradictoires, ce qui est tout à fait normal dans une interprétation, mais pour le coup, ça fonctionne bien, et ça a très très bien fonctionné. On s'était donné l'objectif de faire une réunion minimum par semaine pour regarder ce qu'a dit à la fois Michael et à la fois David, qu'on n'est pas à jeter ou ou en tout cas qu'on est à détruire le moins de lait possible, ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas détruit de lait. Il y a une entreprise ou deux qui ont dû effectivement faire face à ça en mettant du lait à spot sur le marché et qui a été dégagé. Sur l'Europe, je ne rentrerai pas dans les détails un petit peu, mais en tout cas, les entreprises entre elles n'ont pas laissé de en tout cas, à notre connaissance aujourd'hui, il y en a peut-être un peu au fin fond de la France, mais je ne le crois pas, n'ont pas laissé d'éleveurs, livreurs en tout cas,
sur le carreau en matière de collecte. Donc là, moi, je peux me féliciter de l'entente qu'il y a eu entre eux, parce que c'est vraiment le mot, il y a eu une cohésion, et c'est extraordinaire ce qui a été dit. Et je dois dire aussi qu'elles ont complètement joué le jeu, y compris au niveau des fermiers, puisqu'elles ont parfois, quand c'était dans leur périmètre de collecte, elles ont ramassé du lait à des fermiers. On peut que les remercier. De temps en temps, j'en ai quand même quelques critiques au niveau de l'interprofession qui viennent de quelques fermiers. Ben, je regrette. Là, ça a complètement joué le jeu et en toute transparence. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, la période actuelle de confinement qu'on a eu et de Covid fait on n'est pas tout à fait dans le même état parce qu'on est en fin de quoi, ou en début de lactation ou en fin de lactation pour certaines. La situation n'est pas la même, mais on s'est quand même donné les mêmes objectifs, c'est de se parler et d'avoir une réunion d'ailleurs qu'on fera sûrement la semaine prochaine pour faire un point de où on en est. Voilà. Ça veut dire que sur l'ensemble de la filière, tout le monde joue collectif. L'idée, c'est que la filière grandisse quoi, et aille vers le haut. Quoi. On ne sent pas de comportement de solo. Quoi. Non, il n'y a pas eu de comportement de solo et même les quelques-uns qui au départ avaient peut-être des velléités à ne pas vouloir dire ou donner ou regarder la réalité complètement dans les premiers jours en disant on va s'en sortir tout seul ou pas. Bon voilà, tout le monde s'est rangé et il faut être clair, les deux grands, les deux leaders, Soignons et pour la partie coop et Lactalis pour la partie privée, c'est pas parce que c'est eux deux là. Mais ils ont complètement joué le jeu et ils ont joué le jeu sans aucune hésitation et dès le départ du Covid, c'est quand même tout à fait à signaler. Ça a très très bien fonctionné. Voilà. D'accord. Il faut que les gens qui nous entendent sachent que sur ce côté-là, ça a très 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 bien fonctionné. Donc une filière solidaire qui a passé tant bien que mal cette première crise de confinement au printemps. Peut-être Michael, voilà, on est maintenant à l'automne, un second confinement. Alors c'est pas la même période, dites-nous pourquoi. Et puis surtout, du coup, on s'approche de la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette année et peut-être une projection un petit peu sur 2021 ? Oui, alors, Jackie l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue stricto sensus amont et collecte laitière, on n'est pas dans la même problématique qu'au printemps, parce que d'une, déjà, dans nos entreprises, dans nos usines, on s'est habitué à fonctionner un peu plus et nos équipes maintenant sont un petit peu moins en stress et on a trouvé des modes de fonctionnement entre guillemets dégradés mais qui permettent de préserver et d'assurer la sécurité des personnels. Donc il n'y a pas cette angoisse-là. Et puis surtout, on n'est pas là, on est sur une collecte, on n'est pas sur le pic de collecte de saison. Donc là, il n'y a pas d'enjeu là sur ce second confinement et pour l'hiver là sur la capacité à transformer et maîtriser le lait. L'enjeu pour nous aujourd'hui transformateurs, c'est plus d'appréhender un petit peu du coup maintenant les équilibres qui ont été quelque peu perturbés au sein de notre filière et puis d'appréhender la nouvelle donne, notamment en termes de débouchés. Globalement, on a préservé les grands équilibres de la filière caprine française. La restauration hors domicile, c'est pas la bonne slide. Oui, c'est Christelle. pas la bonne. La restauration hors domicile, les débouchés concernant la restauration hors domicile et l'export ont été pas mal affectés. Comme l'a dit David tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des reports plus ou moins significatifs suivant la position des uns et des autres sur le segment libre-service. Globalement, la fabrication en fin d'année risque d'être stable, tout réseau confondu. Mais on était sur une collecte laitière dynamique et pour préserver les équilibres et notamment l'indicateur qu'on regarde tous de très très près, c'est-à-dire le niveau de stock de report. Oui. Les entreprises ont toutes, dans la mesure de leur possibilité, fait le choix de privilégier l'approvisionnement français et d'actionner autant que faire se peut la réduction de leurs approvisionnements à l'extérieur qui sont qualifiés d'importation. Les entreprises ont réduit les importations
pour pouvoir absorber le volume de lait additionnel français sans forcément gonfler leur stock, qui sera quand même probablement en fin d'année légèrement supérieur à ce qu'il était l'an dernier, mais dans des proportions qui somme toute ne sont pas ni inquiétantes ni angoissantes pour la filière. D'accord. D'accord. Alors, on le voit sur la slide qui est à l'écran actuellement. Donc, on est sur une collecte laitière qui est encore en hausse cette année en 2020. Donc, vous, Davy, au sein de votre structure, effectivement, vous avez donc réussi à absorber la totalité du volume et donc, comme l'a dit Michael également, à privilégier la collecte française. Et je vais vous mettre une seconde slide donc, qui donne un petit peu la tendance des importations. Donc, comment ça s'est organisé chez vous, plus chez les industriels laitiers? On vient de voir au niveau de la coopération au travers de Michael. Je dirais comme Michael l'a précisé, les équilibres ont été préservés. La dynamique collecte a été préservée avec des chiffres à plus 4,5 là, en cumulé en termes de collecte. Tous les producteurs ont été collectés. La notion d'importation aussi a été encadrée et maîtrisée sur des ratios qui sont plus que représentatifs depuis 2 ans. Avec une dynamique française forte en collecte et aussi une origine France qui est de plus en plus sollicitée par les consommateurs. Donc derrière, non, l'évolution entre guillemets, les enjeux sur l'année 2020 sont préservés. Les marchés, les entreprises se sont adaptées. On doit gérer évidemment notre main-d'œuvre toujours avec la Covid et avec des mesures barrières extrêmement strictes et drastiques pour quelque part pérenniser notre fonctionnement. Donc non, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Concernant les marchés, il faut signaler aussi que depuis le printemps, les marchés dits traditionnels qui avaient été coupés avec la fermeture des marchés ouverts ou autres sont revenus, entre guillemets, sur les étals et auprès du consommateur. Donc, c'est une très bonne chose aussi pour nos AOP. N'oublions pas aussi nos fromages AOP qui ont un peu plus souffert que la partie dite GMS. Donc, voilà, donc quelque part, on a consolidé tout ce qu'on a mis en place en termes d'adaptation depuis le printemps sur l'année, avec évidemment le pic de collecte qui a été absorbé. D'accord. Donc, il y a eu des transferts à des moments précis pour faire face en fait aux contraintes de confinement. Au cours de l'année, au niveau des marchés, on a restabilisé, on retrouve à peu près ce qu'il y avait avant le premier confinement. Et en gros, les stocks pas dégradés, l'importation qui a plutôt baissé pour faire face à cette particularité. Donc 2021, vous l'abordez sereinement avec ambition ou Michael? Oui. Il y a 2021, on l'aborde sereinement avec ambition, en étant quand même en veille sur la manière dont va se comporter le consommateur aussi sur le marché dans les années à venir avec la crise qui arrive, en étant en veille sur la capacité notamment de la restauration au domicile, de rebondir après cet épisode qui va quand même être extrêmement compliqué pour un certain nombre de nos clients, en étant aussi en veille sur la manière dont vont rebondir et s'adapter les 2 autres pays producteurs de lait de chèvre qui peuvent aussi parfois être concurrents ou complémentaires, qui sont les Pays-Bas et l'Espagne. La filière en Espagne, aux Pays-Bas, n'a pas été trop déstabilisée. En Espagne, un petit peu. Maintenant, la restructuration observée en Espagne ces dernières années rend la filière espagnole aussi un peu plus résiliente, puisque les nombreuses coopératives de collecte se sont agglomérées. Elles se sont aussi professionnalisées. Certaines ont investi dans la transformation. Et il y a toujours on observe toujours une variation assez forte du prix du lait et des volumes là-bas, mais d'année en année, on se rend compte que les crises sont moins fortes là-bas et donc le prix descend moins bas que par le passé lorsqu'il y a une crise, mais monte aussi un petit peu moins haut, donc c'est un peu plus stabilisé. Et on doit aussi avoir un œil, à mon avis, sur la filière caprine au Benelux et aux Pays-Bas. On a eu la chance, quelque part, que les Pays-Bas
ont préempté le marché de la poudre de lait infantile ces 10 dernières années, ce qui leur a permis de trouver un débouché au lait quelque part qui n'a pas été acheté par les industriels français. Du coup, la filière aux Pays-Bas n'a pas été déstabilisée, on n'a pas observé de chute de prix du lait comme on avait pu le voir il y a 10 ans lorsqu'on avait réduit les importations. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit qu'on soit en alerte et en veille sur la capacité donc de ces opérateurs aux Pays-Bas à pouvoir encore en 2021 absorber ces flux de lait qui seront disponibles sur le marché pour ne pas déstabiliser le marché fromager européen. Parce qu'il va de soi que les industriels ont toujours quand même cette politique de privilégier l'approvisionnement français et la filière souhaite poursuivre un développement de la collecte en France, quels que soient les industriels, en lien avec le renouvellement des générations et puis en lien avec la demande, comme l'a dit David tout à l'heure, des consommateurs et des clients sur des fromages de chèvre avec du lait origine France. Okay. Effectivement, vous avez parlé de l'économie des filières donc, des Pays-Bas et de l'Espagne. Jackie, lorsqu'on est producteur français, est-ce qu'effectivement il y a des inquiétudes à avoir sur la production et le prix du lait dans ces pays qui sont quand même des pays producteurs de lait de chèvre? Ou est-ce que pour vous, voilà, le travail qui est fait au sein de la filière et via les entreprises avec la gestion de l'importation est quelque chose de stabilisant pour l'ensemble de la filière française? Alors, pour être raisonnable, il y a toujours de la méfiance à avoir. Parce qu'on peut se trouver je dirais pas du jour au lendemain, mais en quelques mois, effectivement, avec un pays, je pense surtout à l'Espagne, qui peut produire une bûchette, qui en produit d'ailleurs, ce qu'a dit Michael, et qui pourrait mettre ça sur le marché, et qui pourrait perturber un petit peu nos marchés à nous, de ce fait, à la fois notre collecte. Moi, je vais revenir juste sur un petit peu le point du lait français. Il y a quelques années en arrière, on décriait le fait qu'il nous fallait du lait français. Aujourd'hui, on a besoin de lait français. Toutes les enseignes demandent que du lait français, voire certains clients, y compris hors frontières France, demandent des produits français, des produits dans les entreprises françaises, avec du lait français. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Je pense qu'il faut quand même que les gens qui nous écoutent ou qui reverront cette émission, je pense qu'il ne faut pas être du tout inquiet là-dessus. L'avenir, comme l'a dit Michael, elle est très sereine. Les deux filières espagnoles et hollandaises, elles se sont effectivement très, très, très bien restructurées. Tout ce qu'on connaissait pour être un vieux de la vieille, maintenant avec les relations surtout avec l'Espagne, j'ai connu des difficultés en Espagne qui pouvaient mettre la filière française à genoux. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Nos entreprises, d'ailleurs, les deux qui sont là avec nous, les deux entreprises, ont toutes les deux des intérêts, participent à des filiales en Espagne. On présente à l'étranger. Donc, elles ont su et elles ont aidé sûrement ce pays-là à se restructurer. Donc aujourd'hui, les fluctuations qu'on peut avoir, y compris sur le prix du lait, y compris sur les volumes, sont quand même moins importantes et ne sont pas d'aussi longue durée. On avait des gens qui se mettaient à faire du lait de chèvre parce que c'était une source vivière du jour au lendemain et qui arrêté quand la crise était passée. Aujourd'hui, on a moins ça parce que tout simplement, c'est quand même pas si évident que ça de se mettre à faire du lait et de le commercialiser et d'en tirer un bénéfice. Donc tout ça fait que ça a restabilisé plus en tout cas la situation espagnole. Pour la situation hollandaise, c'est à peu près la même, si ce n'est qu'eux, ils sont structurés depuis très longtemps. Sauf que le marché qu'ils avaient, Michael l'a très bien dit, le marché qui arrivait en France, dans nos usines françaises, il y en a toujours un peu qui arrive en France, on ne peut plus dire qu'il n'y a rien. Mais par contre, le fait d'avoir investi et d'avoir su prendre ses parts de marché, entre autres sur le marché asiatique pour la poudre de lait, c'est très bien parce que c'est quand même pas des volumes énormes non plus. On parle de 100 millions, 120 millions de litres de lait, c'est pas non plus des volumes et des volumes. Donc, je veux dire, ça ne vient pas cracher du lait sur le marché, ça ne vient pas déstabiliser notre collecte française. Je suis pas inquiet du tout là-dessus. Cette situation-là qu'on vient de connaître et qu'on a connue là, et je pense que Michael vous dira pareil que moi, on l'aurait eu il y a une dizaine d'années en arrière, là on aurait pu avoir effectivement de vrais soucis. Parce que n'importe quoi et n'importe qui arrivait sur n'importe quel moment,
et on déstabilisait tout, on arrivait à déstabiliser complètement. En fait, c'était la France, c'est encore un peu le cas, mais c'était la France qui donnait la ligne directrice des volumes de lait et du marché du fromage. Et ça reste encore la France sur le marché du fromage. Mais ce n'est plus quand même le cas par rapport au monde de la production. Donc, il faut être tout à fait serein. Il ne faut pas non plus, parce que je pense que la question se pose aujourd'hui, vous allez peut-être me la poser, mais parce qu'on fait 4, et quelques pourcents de plus de lait cette année, on finira aux alentours de 4, à peine 4, peut-être d'ici la fin de l'année. Si on est aux alentours de 4, bon, c'est le lait, c'est ce lait-là, on en a besoin. On avait quand même perdu, on a toujours perdu des volumes, on n'a toujours pas récupéré. Je ne dis pas qu'il faut récupérer toujours les mêmes, mais et revenir exactement au même. Enfin, en tout cas, on a besoin de ce lait-là et on a besoin de retrouver et de pérenniser la filière. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise du Covid que les exploitations n'ont pas continué, les gens comme moi, de vieillir. On a pris un an de plus et qu'on est toujours sur du renouvellement de génération qu'on doit arriver à faire si la problématique elle sera reportée. Ce n'est pas la crise qui l'a stoppé. D'accord, donc un besoin de lait français, un renouvellement des générations qui fait qu'il y a de la place, donc une économie plutôt florissante, en tout cas intéressante, avec des perspectives qui peuvent être motivantes. Vous, Davy, vous confirmez cette attractivité du marché pour la production française ? Oui, les panels de consommation le confirment totalement. Donc là-dessus, il y a une demande, on doit s'adapter, réguler quelque part. Bon, voilà, nos indicateurs là sont plutôt verts là-dessus. Et voilà, les enjeux sur 2021, si on se projette un petit peu, hein, c'est de continuer cette dynamique volume. Et aussi, c'est une dynamique valeur aussi à pérenniser pour notre filière. Et c'est important hein, de quelque part transformer encore l'essai là, de 2020 dans un contexte un peu plus difficile en termes de pouvoir d'achat du consommateur aussi. Hein, donc, on arrive dans un deuxième tour d'Egalim hein, en termes de négociation avec nos partenaires de la distribution. Donc, on a des enjeux importants là, à transformer sur cette fin d'année, sachant qu'on hein, a eu une hausse du prix à la production là, significative hein, et qui, quelque part, accompagne hein, la dynamique volume et nos producteurs de lait. Donc, on se doit d'être ambitieux et réaliste là avec les futures négociations avec la grande distribution pour quelque part compenser les transferts qu'on a pu avoir sur les marques distributeurs sur l'année 2020. Donc, à nous d'être, je dirais, constructifs avec nos partenaires de la distribution pour tirer vers le haut encore notre belle filière caprine. D'accord, Michaël, vous vouliez prendre la parole et puis après on fera juste un petit tour de conclusion puisqu'on arrive bientôt au terme de cette demi-heure. Michaël, à vous. Non, mais David, suite à ma demande de prise de parole, a été au bout. Hein. Je pense qu'il est fondamental là, que dans les mois à venir, on puisse poursuivre le travail collectif qui a été mené l'an dernier dans le cadre des États généraux de l'alimentation et qui a porté ses fruits. L'engagement de nos clients partenaires, les distributeurs, était d'inscrire la filière laitière dans les États généraux de l'alimentation sur un pas de temps de 2 ans. Donc là, arrive le moment d'organiser et de passer la seconde marche. Et il est fondamental qu'on ait de l'écoute et qu'on ait de l'accueil et que les engagements pris l'an dernier sur la deuxième étape des EGA soient retranscrits dans les conditions générales de vente, comme ça a été le cas l'an dernier. D'accord, très bien. Peut-être, Jackie, puisque vous alliez prendre la parole, je vous la donne. Je vous permets de faire la conclusion de cette table ronde pour vous, en tant que représentant des producteurs. Comment cette année 2021 s'engage et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui auraient envie de porter des projets? Non, mais déjà, juste amplifier ce que viennent de dire à la fois David et Michael juste il y a quelques secondes. C'est indispensable qu'on repasse cette seconde marche l'an dernier très collectivement. On a hyper bien travaillé, on a su se faire entendre l'année dernière au niveau de la distribution. Aujourd'hui, il faut que voilà, le boulot il est là. On doit chacun de notre côté porter à notre responsabilité à ce niveau-là. Bon, voilà, on est au début de ces négociations, mais la crise du Covid, effectivement, va dire et va montrer qu'on aura le fromage de chèvre, il a été indispensable, il s'en est très bien consommé, donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à retravailler et à refaire ce qu'on a fait l'année dernière.
Après, 2 mots pour les gens qui ont envie de s'installer, il faut s'installer. Après, ça, le métier d'éleveur de chèvres reste le métier d'éleveur de chèvres. Hein. Voilà. Ça, on le sait tous, c'est un métier qui est difficile, mais aujourd'hui, c'est un métier rémunérateur. Il n'y a pas beaucoup de production aujourd'hui, il faut quand même se le dire. Où on a eu, après une crise d'il y a maintenant une dizaine d'années, on a su rebondir, il faut quand même être clair, l'ensemble de la filière. D'ailleurs, on aurait pu le dire tout à l'heure, quand on parlait de résilience et de ce qui s'est passé au niveau des 2 filières espagnoles et françaises. La filière irlandaise, la filière française, elle a su énormément s'organiser. Et c'est vrai qu'elle a très bien pris à la fois à bras le corps la problématique qu'on a connue il y a une dizaine d'années. Suite à ça, il y a eu de la réorganisation, il y a eu ce fameux mot que je n'aime pas toujours, mais il y a eu de la restructuration. Et il y a eu effectivement autant au sein des entreprises que de la part des producteurs dans les OP, je veux parler des OP, et aussi au niveau des coopératives, en tout cas sur les volumes de lait à produire et produits. Il y a clairement eu un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on est on sait. Vous m'entendez dire, les gens qui me connaissent depuis longtemps, quand on gérait cette petite filière, qui certains me diraient c'est une filière comme les autres, ce qui est vrai d'ailleurs, on doit gérer ça comme l'OPEM. On a des besoins, on le produit. Si on n'a pas de besoin, il ne faut pas produire. Et on arrivera toujours à maintenir pour les producteurs un prix intéressant, mais pour les industriels, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on aurait des pleins congélateurs à ne pas savoir quoi faire. On le voit d'ailleurs dans d'autres endroits. Qu'on pourrait arriver et qu'on fera de l'argent avec. Donc, je trouve que c'est une filière qui a su complètement... Elle est complètement mature aujourd'hui. Ça fonctionne très bien. Et donc, dans les jeunes aujourd'hui, s'ils veulent y aller, ils peuvent y aller. Il y a de la place, on l'a dit. Il y a les jeunes. Bon, vous ferez un webinaire sur les renouvellements des générations. Ils vous en parleront. Il y a de la place à renouveler des gens. Ça marche. C'est une filière, je termine, une filière qui a besoin de jeunes, qui a besoin de dynamisme. Elle est dynamique, mais elle a encore besoin de plus de dynamisme. Voilà. Okay. Juste 2 mots, parce que je ne sais pas si j'aurais redonné la parole. Moi, je voudrais quand même remercier, j'aurais dû le faire tout à fait au début. C'est à la fois les organisateurs, à la fois Samuel Hérault, d'avoir voulu continuer malgré la Covid, de faire... Il faut qu'on accélère, Jackie, parce qu'on va dépasser J'accélère ces journées de Caprinov en visio. Donc nous, en tout cas pour l'handicap, on restera derrière eux et on les aidera l'année prochaine à reconstruire un vrai salon. D'accord, voilà. Merci. Davy, peut-être, et puis en même temps, on a une question dans le chat qui me semble intéressante à faire un tout petit tour rapide. Il faut vraiment faire très vite. Donc votre position par rapport à l'installation et puis la dynamique de les bio, nous demande-t-on. Oui, rapidement, oui, il y a de la place. Il y a de la place pour des jeunes, mais pas que des jeunes, hein, pour des nouveaux installés. Et nous, les entreprises, on est prêts à accompagner économiquement, techniquement, les nouveaux installés derrière pour créer cette dynamique et la pérenniser sur la durée. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci sur le principe d'accompagner nos futures installations. Ok. Alors du coup, peut-être, Michael, votre point de vue. Puis, est-ce que quelqu'un veut bien essayer de répondre à cette question sur la dynamique de la collecte en lait bio et les perspectives? Étant directement concerné sur la dynamique de lait bio, je peux déjà inviter les personnes intéressées à se rapprocher de l'ITAB qui a organisé un webinaire sur le sujet et qui sera en ligne dans quelques semaines. Oui, la filière lait bio se structure elle aussi. Petit à petit acquiert sa maturité. Et alors, sans aller, parce qu'en 2 minutes, ce n'est pas évident, mais il y a aussi des besoins en termes de production de lait bio pour cette filière fromagère de chèvres bio qui voit la demande des consommateurs se développer, fait nouveau, puisqu'il y a 3-4 ans, seul le lait UHT et l'ultra frais trouvaient quelque part preneur. Depuis 3-4 ans maintenant, il y a aussi des demandes sur des fromages, tous les confondus en bio, y compris le chèvre. La filière se structure, s'organise, donc il y a aussi du débouché en la matière. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les 3. Merci beaucoup pour cette séance. Et puis, donc vous étiez 60, on a été jusqu'à 66 personnes connectées à ce webinaire. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous à 11h pour un second webinaire sur la transmission des exploitations caprines.